Je m'appelle Fleur Cohen-Aubard et je travaille au centre de référence maladies rares de la Pitié-Salpêtrière, dirigé par le professeur Amoura, qui est centre de référence maladies rares pour le lupus et le syndrome des anticorps antiphospholipides. Et on va faire la deuxième partie sur les lupus neuropsychiatriques. Donc dans la première partie, on a vu le concept et la physiopathologie. Et dans cette partie-là, on va voir quelques présentations. Je ne vais pas passer en revue les 19 syndromes, bien sûr, mais quelques présentations que vous pouvez être amené à rencontrer en consultation. Et puis, on va parler des traitements pour lesquels on a quand même très peu de données basées sur les preuves. Donc on parlera en particulier d'une étude, quasiment une seule étude randomisée que je vous présenterai un tout petit peu plus en détail. Et je vous montrerai donc les recommandations en espérant qu'elles vous soient utiles pour la pratique. Donc ça, c'est une situation finalement fréquente de consultation de médecine interne. Donc c'est une patiente qui a 46 ans, elle est suivie pour un lupus systémique et elle est au long cours sous hydroxychloroquine, prednisone et azatioprine. Et en fait, à la consultation, elle présente une plainte mnésique. On trouve des hypersignaux non spécifiques de la substance blanche, exactement comme je vous ai montré tout à l'heure sur les IRM, donc de petits hypersignaux vraiment très peu spécifique. Il n'y a pas de prise de contraste, enfin pas de prise de gadolinium. La diffusion est normale. Donc ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on voit chez les patients qui ont un lupus. Et donc ça appelle un concept qui est très important parce qu'il impacte vraiment la vie des patients. C'est la dysfonction cognitive au cours du lupus systémique. Donc elle est le plus souvent modérée. Donc c'est vraiment ce que je vous ai décrit. C'est le patient en consultation qui a des troubles de concentration ou qui se dit voilà, qu'il a des oublis pas tout à fait normaux. Donc ça va porter sur l'attention, la mémoire, à la fois visuelle et verbale, un peu les fonctions exécutives et la vitesse d'exécution, donc une certaine lenteur. Si vous voulez faire bien les choses, il faut normalement utiliser la batterie ACR des tests neuropsychologiques, mais il faut avoir un peu l'habitude de la faire passer. Ça dure 1 heure, donc pas complètement évident en routine, mais ça permet de quantifier ça. Et je vous rappelle que la dysfonction cognitive, en tout cas légère, fait partie des critères, on dit mineurs. Et donc, on ne fait pas tout le temps d'IRM chez ces patients, mais on fait une IRM si l'âge est inférieur à 60 ans, s'il y a un antécédent de traumatisme crânien, d'autres signes neurologiques associés, si le patient est sous immunosuppresseur, ça c'est extrêmement important, ça vraiment vous rappelle l'importance de la démarche et être sûr que ce ne soit pas autre chose. Un patient sous immunosuppresseur, il peut avoir une infection, notamment opportuniste, une LEMP par exemple, donc c'est vraiment, là pour le coup, vraiment très important. Et en fonction de l'IRM et du recul que vous avez sur la dysfonction cognitive, évidemment de la présentation du patient, des traitements qu'il a, vous pouvez compléter par une ponction lombaire. Il faut quand même avoir la ponction lombaire assez large si vous avez un doute sur une infection. Voilà, donc en fonction de l'IRM. On ne traite pas ces patients, donc on va revenir à la fin donc sur les recommandations. Les recommandations disent qu'on ne traite que les manifestations inflammatoires. Ça vous réfère, tout à l'heure quand on a vu la physiopathologie, on a différencié d'un côté les patients qui avaient plus de la vasculopathie, puis de l'autre les patients qui avaient vraiment des mécanismes inflammatoires. Dans la dysfonction cognitive, on ne traite pas par corticoïdes ni immunosuppresseurs. On ne sait pas s'il faut utiliser de l'aspirine. On a envie de le faire quand on voit les images neuropathologiques des autopsies, puisqu'il y a de la thrombose et il y a de la vasculopathie, donc on a envie d'aller mettre de l'aspirine. Si les antiphospholipides sont positifs, on peut discuter les anticoagulants. Donc sa situation fréquente, mais plutôt non inflammatoire. Alors ensuite, donc on va voir une vidéo. Donc ça, c'est un peu l'opposé, c'est une manifestation qui est rare, mais qui est extrêmement inflammatoire. Et je pense que c'est important de voir la vidéo pour se rendre compte vraiment de la présentation de ces patients-là. Donc la patiente, elle est allongée dans son lit, elle ne bouge pas, très peu, réagit très peu aux stimulations. Donc ça s'appelle une catatonie. Et puis, vous voyez, elle a des espèces de mouvements un peu de reptilation des mains.
Et tout ça a été interprété comme trouble fonctionnel hein, chez la patiente. Qui avait par ailleurs voilà, des difficultés conjugales. Donc ça a été interprété comme trouble fonctionnel. Et en fait, donc ça réfère à deux situations qui sont classées différemment, mais finalement qui représentent à peu près la même chose. On peut dire la confusion aiguë ou le trouble psychiatrique aigu. Donc ces deux situations sont des manifestations extrêmement inflammatoires. Évidemment, il faut éliminer les facteurs favorisants, donc ça peut toujours être une infection ou un trouble métabolique, donc absolument à éliminer. Il est absolument indispensable là de faire une IRM et une ponction lombaire. Mais encore une fois, comme on a dit dans la première partie, on s'attend à ce que l'IRM et la ponction lombaire soient normales. Hein, donc c'est pas parce que ça va être normal que ça va éliminer le fait que ce soit lié au lupus. C'est même l'inverse. Hein. Plus ça va être normal, plus on va se dire voilà, c'est un orage cytokinique, peut-être un orage d'interférons dans le cerveau qui donne ça. En tout cas, ils sont indispensables. La scintigraphie cérébrale est probablement assez utile, mais très peu accessible en routine, avec une bonne sensibilité. Et alors là, pour le coup, on y reviendra dans les recommandations, ce sont des indications claires au traitement. Et les recommandations, c'est d'utiliser des corticoïdes, un immunosuppresseur, on peut discuter lequel, il y a un peu de données avec le cyclophosphamide, il y a un peu de données avec les plasmaphéreses aussi, éventuellement le rituximab si vous êtes dans une situation réfractaire. Encore une fois, on a essentiellement une étude observationnelle, enfin en tout cas monobras, avec le rituximab, donc des données d'assez faible niveau de preuve. Et vous avez le pendant de la confusion aiguë, qui est une présentation plus psychiatrique, mais non moins inflammatoire. Donc vous voyez, ça concerne à peine 2% des patients. Donc c'est un événement qui est rare, qui survient surtout dans les premières années après le diagnostic. Et là, il y a une présentation qui va être psychiatrique, alors soit sur un versant catatonique, soit sur un versant plutôt bouffée délirante aiguë. Il y a souvent quand même des atypies qui attirent l'attention des psychiatres parce que évidemment ces patients-là arrivent généralement dans une prise en charge, dans un circuit de prise en charge psychiatrique. Et donc, bon, le lupus peut être connu, ce qui est une piste, mais il peut y avoir une résistance au traitement. Des éléments un peu organiques comme une note confusionnelle. Tout ça doit faire évoquer le diagnostic. Quand on regarde quels patients font des psychoses aiguës, il y a un peu plus d'hommes, un peu plus de patients noirs et un peu plus de patients qui ont des lupus à début psychiatrique. Et ça peut toucher tout le monde. Il y a évidemment des diagnostics différentiels. Le grand diagnostic différentiel, ce sont vraiment les effets psychiatriques des médicaments, en particulier des corticoïdes. Mais qui se voit surtout à forte dose, plutôt chez les patients âgés dans les premières semaines d'utilisation de la corticothérapie. Et ça donne plutôt des troubles de l'humeur, même si ça peut se présenter sous forme de troubles délirants. Il y a une association très nette de ces manifestations aiguës aux anticorps anti-ribosome P. Il faut, de la même façon que dans la confusion, faire une IRM et une ponction lombaire pour les mêmes raisons. Vous pouvez trouver la même hypoperfusion en scintigraphie. Ce sont deux tableaux cliniques qui sont extrêmement proches. Et le traitement repose sur la corticothérapie. C'est pareil, c'est une manifestation inflammatoire. Donc vraiment corticoïdes immunosuppresseurs. On fait généralement du cyclophosphamide, éventuellement des plasmaphéreses et un relais par l'azathioprine. Donc on change complètement de situation. Là, c'est pareil, une patiente qui vient en consultation de suivi de son lupus. C'est une situation très fréquente et qui va décrire des céphalées. Elle est sous 5 mg de prednisone et d'hydroxychloroquine. Dans les séries qui sont prospectives, les cohortes prospectives de patients lupiques, 17% des patients à l'inclusion ont des céphalées et 58% après 10 ans de suivi. Et en fait, quand on regarde de façon longitudinale, il y a à peu près 20% des patients à chaque consultation qui ont des céphalées. Alors, il y a différentes causes de céphalées au cours du lupus. Il y a les céphalées identiques à la population générale, donc les migraines qui sont quand même liées à la présence d'antiphospholipides, évidemment les céphalées de tension. Il y a quelques autres causes qui sont beaucoup plus rares, qu'il ne faut pas manquer. L'hypertension intracrânienne, qu'on peut voir quand il y a une thrombose veineuse cérébrale, dans le contexte d'antiphospholipides.
Il y a la méningite aseptique. Alors méningite aseptique, c'est utilisé quand sur l'analyse du liquide céphalorachidien, on trouve une méningite à polynucléaire neutrophile et que la culture est négative. Et ça, c'est très souvent médicamenteux, hein, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le Bactrim, qui peuvent être utilisés au cours du lupus. Donc ça donne une céphalée de début aigu. Les infections, bien sûr, surtout chez le patient immunodéprimé avec des immunosuppresseurs, et puis bien sûr toutes les affections de rencontre. Le patient peut avoir, par malchance, une rupture d'anévrisme. Sur la méta-analyse, en gros, la conclusion, pour faire bref, c'est faites pareil que dans la population générale, il n'y a pas de spécificité, la fréquence est à peu près la même, et donc c'est une situation fréquente, et c'est la clinique qui doit vous guider, c'est-à-dire que si vous avez les migraines ou les céphalées de tension, vous faites comme dans la population générale, donc pas d'investigation. Évidemment, si vous avez un syndrome méningé ou une céphalée en coup de tonnerre, vous allez faire de l'imagerie, éventuellement une analyse du liquide céphalorachidien. Donc c'est vraiment comme dans la population générale. Ça fait aussi partie des critères mineurs, donc on les exclut maintenant des définitions du lupus neuropsychiatrique. Si vous vous rappelez l'algorithme d'Eniala, les critères d'Eniala dont on a parlé dans la première partie. Alors, autre situation, donc sans aucune transition, on survole un petit peu les différents syndromes qu'on peut rencontrer. Ce sont les atteintes médulaires. Donc 46 ans, c'est pareil, elle est suivie, il y a un lupus qui est connu. Elle est sous hydroxychloroquine et là, donc, il y a une installation assez brutale, rapide, de troubles de la marche, avec des paresthésies des deux membres inférieurs. Donc il y a un signe de localisation, ça remonte jusqu'à la xiphoïde, donc tout ça fait très atteinte médulaire et ça justifie donc en urgence la réalisation d'une IRM qui montre ici plusieurs hypersignaux étagés. Donc les atteintes médulaires au cours du lupus, c'est toujours pareil, il faut vraiment être rigoureux dans la démarche, donc éliminer les diagnostics différentiels. La plupart, vous ferez le diagnostic sur l'IRM, notamment la compression médulaire. D'autres, ça sera plus difficile. Vous allez vous aider du liquide céphalorachidien, donc comme dans les infections virales. L'infarctus médulaire, ça c'est une imagerie qui est spécifique, enfin qui est plus évocatrice sur l'IRM. Donc vous serez guidé par l'imagerie. La carence en vitamine B12, donc ça donne vraiment un hypersignal des cordons postérieurs. Et puis vous avez toujours ce spectre de pathologie démyélinisante qu'il faut différencier, en particulier d'authentique sclérose en plaques. C'est important de faire la différence parce que si les critères de sclérose en plaques sont décrits, y compris au cours d'un lupus systémique, il faut que les patients puissent bénéficier des traitements de sclérose en plaques. Parfois, la distinction n'est pas évidente. Les critères de sclérose en plaques ne sont pas complètement remplis et donc on appelle plutôt ça une affection démyélinisante au cours du lupus. Et il y a le spectre des neuromyélites optiques, donc ça on va en reparler dans un cas clinique juste après, qui est un petit peu à part, mais c'est pareil, c'est important de faire le diagnostic parce que ça nécessite une prise en charge particulière. Le principal papier qui a décrit les myélites du lupus, il y en a d'autres, mais c'est quand même le principal, c'est celui dont vous avez la référence ici. Donc les myélites, elles surviennent à n'importe quel moment de l'évolution, donc un tout petit peu différent des manifestations inflammatoires. Il y a deux types de mécanismes qui sont décrits, les thromboses et les manifestations plus inflammatoires. Et donc deux patterns ont été décrits sur cette série. Une atteinte grise, qui est une atteinte de début extrêmement rapide avec une hypotonie, une hyporéflexie. Et ça, le mécanisme est ischémique directement lié au lupus. Et puis une atteinte de la substance blanche dans laquelle on va plutôt trouver de la spasticité, une hyperréflexie. Ça s'associe aux antiphospholipides et vous voyez, quand on regarde sur les séries d'atteintes médulaires, aux anticorps anti-aquaporine 4. Donc ça, ce sont des anticorps qu'on rencontre dans les maladies du spectre des neuromyélites optiques. Donc il faut probablement, voilà, vraiment, ça peut être associé au lupus, mais il faut être capable de les différencier, encore une fois, parce qu'il faut que les patients puissent bénéficier des traitements validés dans ces maladies. Dans les atteintes blanches, c'est marqué par une moindre sévérité que les atteintes de la substance grise, mais en revanche des rechutes qui sont plus fréquentes. Le pronostic est globalement variable. La ponction lombaire
Là, c'est un peu moins vrai que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, la ponction lombaire peut montrer une hypercellularité dans les myélites. Ça, c'est possible. Comme je vous ai indiqué, il ne faut vraiment pas passer à côté d'une sclérose en plaques ou d'une neuromyélite optique définie parce que ces patients doivent bénéficier des traitements. Et si vous concluez, après tout ça, que la myélite est liée au lupus, vous allez pouvoir la traiter par généralement des perfusions de solumédrol. L'immunosuppresseur, on ne sait pas très bien, mais compte tenu de la sévérité, on associe volontiers du cyclophosphamide, parfois des plasmaphéreses. Avec tout ça, vous arrivez à une récupération complète dans 50% des cas, une récupération partielle dans 29% des cas, sur une série qui a compilé, qui a fait une revue des cas de la littérature. Donc c'est quand même des résultats qui sont intéressants. Et puis les rechutes, comme je vous ai dit, sont assez fréquentes. Alors si on passe à la partie, donc ça c'était un survol un peu des différentes, je ne vais pas passer en détail les 19, ça serait un peu fastidieux, notamment les atteintes périphériques sont très rares, donc on n'en parle pas. Et on avait dit qu'on mettait de côté tout ce qui était antiphospholipides. Pour parler plus spécifiquement de la prise en charge, donc l'écueil, comme je vous ai dit, la difficulté c'est que les patients qui ont une atteinte neuropsychiatrique sont systématiquement exclus de tous les essais. Donc on a pas mal d'essais randomisés dans le lupus, pas mal d'essais sur les atteintes rénales spécifiquement, mais les patients avec des atteintes neuropsy sont tout le temps exclus. Donc on a très peu de données. Donc les recommandations, toujours le même papier de 2010 qui a été actualisé en 2019 dans le papier de prise en charge générale du lupus. Recommande de mettre un traitement par corticoïdés immunosuppresseurs uniquement dans les troubles, les manifestations neuropsychiatriques d'origine inflammatoire qui sont listées là, et bien sûr toujours après exclusion des autres causes. Vous pouvez donner de l'azatioprine, du cyclophosphamide, entre parenthèses rituximab, plasmaphéreses, parce qu'on a très peu de données. Si vous avez des antiphospholipides et que le mécanisme est plus ischémique, vous allez plutôt discuter des antiagrégants, anticoagulants. Bien sûr, il faut y associer des traitements symptomatiques. Ça peut être des neuroleptiques quand il y a des manifestations psychiatriques, des antiépileptiques si les patients convulsent. Et puis, s'il y a une biologie antiphospholipide persistante, mais ça c'est sans spécificité des atteintes neuropsy, généralement, un antiagrégant est associé en prévention primaire. Alors là, il y a eu un effort vraiment important dans ce papier-là de compilation des différentes séries. Vraiment, le travail a dû être fastidieux. Et donc le résultat est quand même intéressant. Et sur cette petite capture d'écran de ce papier-là, vous voyez que le niveau de preuve quel que soit le traitement utilisé est extrêmement faible, avec des risques de biais qui sont hauts, et globalement ce sont essentiellement des séries monobras, certaines sont même rétrospectives, donc le niveau de preuve est extrêmement faible. Ça vaut le coup quand même de regarder un petit peu plus en détail le seul essai randomisé dont on dispose, qui est un essai qui date de 2005, 32 patients. Donc tous les patients avaient une induction de traitement avec 3 grammes de méthylprédnisolone par voie veineuse, suivi, alors le schéma est un peu curieux, mais suivi soit dans un bras de cyclophosphamide mensuel et dans l'autre bras de perfusion de méthylprédnisolone, pareil toutes les 4 semaines. Et le critère de jugement principal n'est pas complètement clair, mais était édicté, en tout cas dans le papier, comme une amélioration d'au moins 20% par rapport à la condition de base sur les paramètres cliniques de laboratoire ou spécifiques de l'atteinte neurologique. Donc ça pouvait être l'électromyogramme si vous aviez une neuropathie, l'IRM si vous aviez des manifestations IRM, etc. Donc c'est pas complètement clair. Malgré tout, donc le résultat est quand même plutôt pas mal, puisque le pourcentage de réponse globale est de 75%, avec une différence, une meilleure réponse chez les patients ayant reçu le cyclophosphamide par rapport aux patients ayant reçu des perfusions mensuelles de méthylprédnisolone.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Quand on regarde les courbes, donc détail par détail, enfin manifestation par manifestation, on va dire, par exemple les troubles sensitifs, vous voyez que la courbe entre les perfusions de cyclophosphamide et celle de méthylprénisolone, bon, elles sont un peu... elles n'emportent pas la conviction. Sur les troubles moteurs, je pense que c'est encore plus flagrant. Il n'y a pas de franche différence entre les deux bras. Bon. Il y a une autre étude qui est, elle, rétrospective. Alors, il y en a quelques autres. J'en ai pris une comme ça pour vous montrer à partir de quoi on discute. Donc, 31 patients. Et les patients étaient tous d'abord traités par corticoïdes et ça n'avait pas suffi. Et donc, du cyclophosphamide était ajouté et 8 patients avaient en plus des plasmaphéreses. Et là, les résultats sont quand même pas mal. Donc, cette stratégie est quand même pas mal. Puisqu'il y avait 60 plus 30, 90% finalement des patients qui étaient stables ou améliorés. Bon, si on veut être un peu plus juste, on peut dire qu'il y a 60% des patients améliorés, donc ça fait quasiment 2/3, c'est quand même pas mal. Et évidemment, une grande hétérogénéité, c'est toujours pareil en fonction du type d'atteinte. C'est la grande difficulté des études portant sur le lupus neuropsy. Sur le rituximab, on a assez peu de données. Cette étude-là, ce sont des patients qui avaient reçu des corticoïdes et un immunosuppresseur, donc du cyclophosphamide, de la cyclosporine ou des plasmaphéreses. Et donc chez ces patients qui étaient quand même, on peut considérer comme réfractaires, 10 patients, ils ont tous reçu les anti-CD20 et ils se sont tous améliorés, notamment les patients qui étaient confus et qui avaient la psychose, donc ces manifestations très inflammatoires. Il y a le détail là. Et c'est vrai que, bon, encore une fois, on dispose de peu de données, mais ça, c'est finalement chez des patients qui étaient en échec déjà d'un premier immunosuppresseur. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc, les recommandations de prise en charge, donc dans la suite de ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc bien sûr, correction des facteurs aggravants qui peuvent avoir finalement pas être complètement directement causaux, mais avoir pu aggraver les choses, un trouble métabolique, un médicament qui a abaissé le seuil épileptogène. Et donc on traite par corticoïdes et immunosuppresseurs les patients qui ont une activité de la maladie qui est élevée. En première intention avec de l'azathioprine ou du cyclophosphamide. Et puis si c'est réfractaire, en deuxième intention, vous avez les plasmaphéreses, les immunoglobulines, le rituximab. Dans les recommandations de 2019, alors elles ne sont pas spécifiques aux atteintes neuropsychiatriques, mais elles sont, le lupus neuropsy, en tout cas dans ses manifestations inflammatoires, est considéré comme une atteinte sévère. Et donc là, on vous laisse le choix entre le mycophénolate, le cyclophosphamide ou le rituximab, bien sûr en association à la corticothérapie et à l'hydroxychloroquine. Je finis avec 2 petits cas cliniques de la vraie vie. Cette patiente, donc qui a 44 ans, un lupus connu depuis une dizaine d'années, pas de traitement de fond et qui a une tétraparésie avec rapidement une insuffisance ventilatoire qui la conduise en réanimation. Cette patiente, elle se présente avec cette IRM. Donc, vous voyez une moelle qui présente un hypersignal très étendu et surtout caractéristique qui est vraiment œdémateuse. Elle prend quasiment tout le canal cervical ici. Vous voyez, c'est différent des petites lésions que je vous ai montrées tout à l'heure quand on a parlé des myélites. Il y a une prise de contraste. Et ça doit vraiment faire évoquer les pathologies du spectre NMO qui sont plus fréquentes chez les patients lupiques. On n'a pas complètement tout à fait assez de données pour le dire, mais quand même probablement plus fréquentes chez les patients lupiques que dans la population générale. Mais qui, si vous trouvez les anticorps, donc anti-aquaporine 4 ou des anti-MOG, doivent être pris en charge comme dans les NMO, avec des perfusions de méthylprénisolone, des plasmaphéreses, et puis ensuite, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça dépasse un peu le cadre ici, mais vraiment, il ne faut pas priver les patients. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il n'y a pas que l'atteinte de la moelle dans les pathologies du spectre NMO, vous avez l'atteinte des nerfs crâniens, ça vous connaissez en général, et puis parfois un certain nombre de manifestations qui sont moins connues. Il y a des atteintes réellement encéphaliques dans les pathologies du spectre NMO, et puis vous avez des atteintes de la partie vraiment haute de la moelle, avec parfois des manifestations qui peuvent être du hoquet ou des vomissements un peu incoercibles. Et donc ça, si vous avez des images comme ça qui sont extrêmement
évocatrice, il faut vraiment doser les anticorps anti-aquaporine 4. Alors de façon assez intéressante, il y a eu au moins 2 études, peut-être plus, mais au moins 2, qui ont dosé de façon systématique les anticorps anti-aquaporine 4 chez les patients lupiques, et on trouve à peu près tout le temps les mêmes chiffres. Il y a 2% des patients lupiques qui ont des anticorps anti-aquaporine 4. Alors de façon un peu paradoxale, notamment dans ce papier-là, ils disaient oui mais on s'en fiche parce qu'ils n'ont pas forcément de manifestations neurologiques, mais en même temps quand ils mettaient les sérums des patients sur des cultures d'astrocytes, c'était pas bon pour les astrocytes. Donc c'est quand même, on ne sait pas très bien ce qu'il faut en faire, donc je vous dis pas du tout de doser chez tout le monde des anticorps anti-aquaporine 4. En tout cas chez les patients lupiques qui ont fait une NMO, chez qui on a trouvé des anticorps aquaporine 4 quand on avait des sérums antérieurs, on trouvait ces anticorps présents avant. Donc après, bon, si on les dose sans manifestation neurologique et qu'on les trouve, je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Mais en tout cas, voilà, ici aussi, on trouvait 3% des patients qui avaient ces anticorps-là. Donc ça, c'est vraiment une situation à ne pas manquer, hein, dans sa forme typique, l'atteinte de la moelle, et puis dans les autres formes. Et ça, c'est une autre situation aussi à ne pas manquer. C'est donc une patiente qui est suivie pour un lupus qui est sous immunosuppresseur, corticoïdes, mycophénolate, hydroxychloroquine, qui présente des idées suicidaires sans autres symptômes, idées suicidaires un peu résistantes, donc elle a une IRM cérébrale. Cette IRM montre des hypersignaux qui sont extrêmement diffus avec un élément, comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment particulièrement atypique, c'est la prise de contraste. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Il y a certaines atteintes parenchymateuses dans lesquelles il y a des prises de contraste, mais là quand même cette prise de contraste diffuse avec l'aspect en cocarde, vraiment vous devez à tout prix, surtout chez une patiente immunodéprimée. En gros, prise de contraste chez une patiente immunodéprimée, il faut vraiment traquer l'infection absolument. Et cette patiente, en fait, elle avait une toxoplasmose. Donc, les messages clés pour terminer. Il y a un risque donc de sous-diagnostic, mais aussi de surdiagnostic. Donc, vraiment l'application d'un algorithme, la recherche de facteurs favorisants ou de d'autres explications aux manifestations neuropsychiatriques est absolument indispensable. Il faut regarder la durée d'évolution, le type de symptômes, les facteurs confondants, les facteurs favorisants. Vraiment chercher les diagnostics différentiels sur la ponction lombaire, l'IRM. Et donc, dans le traitement, on ne traite pas tout le monde. On traite en fonction du type de manifestation. Quand c'est inflammatoire, des corticoïdes, des immunosuppresseurs, avec un faible niveau de preuve. Quand on est plutôt dans la vasculopathie ou quand il y a des antiphospholipides, discuter les anti-agrégants ou les anticoagulants. Et dans le cadre de l'EULAR, avec des collègues de la filière, donc le professeur Zahira Moura et Cécile Yelnik, qui travaillent à Lille, donc il y a un cours qui a été fait, qui est en ligne, si vous avez besoin d'en savoir plus sur ces manifestations.